Tony Yoka, c'est un mec qui avait tout. Champion olympique, visage de la boxe française, un projet construit pour devenir champion du monde. Parce qu'après Rio 2016, il ne manque plus que le titre mondial. Et pour beaucoup, ce n'est pas une question de si, mais de quand. Sauf que dans la réalité, quelques années plus tard, Tony Yoka enchaîne les défaites. Et en l'espace de 3 combats, tout ce qu'il représentait commence à s'effondrer. Alors forcément, la question elle arrive. Comment tu passes de champion olympique à un boxeur qui doute et que plus personne ne voit au sommet? Est-ce qu'il a été surcoté dès le début? Est-ce qu'il a été mal construit? Ou est-ce que le très haut niveau l'a simplement rattrapé? Parce que l'histoire de Tony Yoka, c'est l'histoire d'un mec qu'on a projeté tout en haut, avant même qu'il ait eu le temps d'y arriver. Alors installe-toi bien, prends de quoi y grignoter, parce que aujourd'hui, je te raconte l'histoire de Tony Yoka. Juste avant de commencer, petit rappel rapide, la plupart de mes vidéos sont démonétisées. Du coup, si tu veux soutenir la chaîne, tu peux le faire en t'abonnant à la souscription à 1,99€. C'est pas grand chose, mais pour moi ça change tout. Merci à ceux qui le font, et maintenant, je vous souhaite une très bonne vidéo. Tony Yoka, né le 28 avril 1992 à Paris, et son histoire avec la boxe commence avec son père. Victor Yoka, un ancien boxeur professionnel d'origine congolaise. Un mec qui a vu de près ce que la boxe peut donner et ce qu'elle peut enlever. Parce que sa carrière à lui s'est arrêtée brutalement sur des problèmes de santé. Et dans ce contexte-là, la boxe devient alors très vite naturelle chez Tony. Il commence dès l'âge de 6 ans, et directement, son père est extrêmement exigeant, et lui impose une énorme rigueur. Très vite, il se distingue physiquement. Il est plus grand que les autres, plus long et plus imposant. Il passe par plusieurs clubs avant de finalement intégrer l'INSEP. Et là, d'un coup, on change de dimension, parce qu'à partir de là, Tony Yoka commence à être un projet pour la boxe française. Il enchaîne alors les combats amateurs, il progresse et apprend à gérer les rythmes. Mais malgré ça, il n'y a pas encore cette énorme hype autour de lui. Mais dans sa tête, c'est déjà différent, parce que lui, il boxe pour un objectif précis, les Jeux Olympiques. En 2015, il devient champion du monde amateur. Et là, pour la première fois, il envoie un message clair. Parce que ce titre, il ne le gagne pas contre n'importe qui. En demi-finale, il affronte Joe Joyce, déjà un avant-goût de ce qui va venir. Dès le début du combat, le contraste est clair. Joyce avance, ferme la distance, envoie du volume et veut imposer un combat sale. Nice little uppercut there from Yoka. Those punches from Joe. Yoka. Joyce there. And the left hook as well, yeah. Yoka. En face, Yoka ne panique pas. Il reste long, utilise son jab et contrôle. Nice right hand. He's beating Joyce to the punch here. He's piling on the pressure. Joyce walks through a couple of them. There's the right hand from Joyce. Oh, he takes one of his own. Fantastic. Round après round, c'est un combat de style. La pression contre le contrôle. He sticks to a game plan. It's edge of the seat stuff, this. Will be more chances, but they are running out of time. Et à la décision, Yoka s'impose. Alors en finale, il affronte Ivan Ditchko, un autre monstre, 2 mètres, allonge énorme, un des meilleurs amateurs super lourds au monde. Et là encore, le combat est tendu. Parce que cette fois, il n'y a pas vraiment de différence physique. Ditchko touche, Yoka répond, les échanges sont serrés, chaque round compte. Right hand. It doesn't look so explosive in terms of hands. Mais encore une fois, Yoka fait la différence de ses capacités à rester propre quand le combat devient brouillon. The World Championships 2 years ago to Cameroon, the Youth Championships 5 years ago this round. Yeah, do you know what? I think I'll give this round to Ditchko. Victoire. Tony Yoka devient officiellement champion du monde amateur. Et ce titre, c'est un signal. Le signal qu'il a un prétendant sérieux à l'or olympique. Mais les Jeux Olympiques, ce n'est pas un tournoi comme les autres. C'est un combat unique. Pas de deuxième tentative. Et surtout, c'est un format très particulier. 3 rounds, donc pas le temps de vraiment construire, chaque erreur compte. Premier combat contre Laurent Clayton Jr. Sur le papier, Yoka est au-dessus. Et ça se voit rapidement, il prend le centre, impose son jab et contrôle la distance. Résultat, victoire par décision unanime. Tour suivant, Hussein Lachia. Un adversaire plus physique, mais le scénario reste le même. Yoka contrôle, empêche l'échange et impose son rythme. Encore une fois, victoire par décision unanime. Mais à partir de là, le niveau monte. Car pour la demi-finale, il affronte Philippe Argovich. Et Argovich, c'est du très haut niveau. Puissance, explosivité, pression constante. Dès les premiers échanges, il avance, veut casser les rythmes de Yoka. Et pour la première fois dans le tournoi, Yoka est obligé de s'adapter. Okay. Le combat est serré, mais Yoka ne panique pas. Il choisit ses moments et ne touche pas forcément plus, mais mieux. Main intention is to land that big right down with that ankle injury. Is really close. Some damage, I think. À la décision, 2 juges à 1 en faveur de Tony Yoka. Il passe officiellement en finale, et en face, Joe Joyce. Un style qu'il connaît déjà, mais un style extrêmement compliqué. Dès le début, Joyce avance comme toujours. Il met du volume et impose un combat physique. This
So the Frenchman in red is in front on 2 judges. Yoka, lui, reste fidèle à son style. Il tente de garder la distance et d'éviter de se faire déborder, mais Joyce transforme le combat en guerre et ne lâche rien pendant 3 rounds. Bit of an early shuffle there. Nice right hand though. Big clubbing. Cook on that occasion. Again looking to... And Yoka's not going to give it to him. No, but they're both... Lorsque la décision tombe, 2 juges à 1. Split décision. Tony Yoka est officiellement champion olympique, et à ce moment-là, il est au sommet. Et surtout, c'est un tournant, parce qu'à partir de cet instant, Tony Yoka est une promesse. Et dans la boxe, une promesse comme ça, elle vient avec une attente absolument énorme. Parce que historiquement, les champions olympiques chez les lourds deviennent des stars. Donc automatiquement, quand Yoka gagne l'or, le scénario est déjà écrit dans la tête des gens. Passer pro, monter progressivement et devenir champion du monde. Et ça, c'est une attente du public, des médias, de la boxe française. Parce que la France, ça fait des années qu'elle attend un grand poids lourd. Et là, elle pense enfin l'avoir trouvé. Car Tony Yoka coche toutes les cases. Et très vite, il devient une vitrine. Car en parallèle de sa victoire, il y a autre chose qui va amplifier tout ça. Son couple avec Estelle Mosselli, qui elle-même devient championne olympique. Et d'un coup, l'histoire devient parfaite. 2 champions, un couple, un même sport. C'est du jamais vu, et forcément, les médias s'en emparent. Il raconte une histoire parfaite, le couple en or, et Tony Yoka n'a même pas encore réalisé son premier combat professionnel, qu'il représente déjà quelque chose de beaucoup plus grand que lui-même. Naturellement, très vite, les opportunités arrivent. Il signe avec Canal+, un contrat énorme, et surtout, une promesse, celle de construire un champion du monde français. Son parcours a même un nom, la conquête. Et rien que ça te montre déjà le problème. Parce qu'avant même d'avoir combattu, l'histoire est déjà écrite. Car on ne se demande pas s'il va y arriver, mais on raconte comment il va y arriver. Chaque combat est pensé, médiatisé et structuré pour monter progressivement. Et au début, ça marche parfaitement, car il réalise ses débuts professionnels le 2 juin 2017 face à Travis Clark, un adversaire invaincu sur 12 victoires consécutives. Sur le papier, c'est un premier test sérieux, mais dans le ring, tout va aller extrêmement vite. Yoka impose son jab, garde la distance, contrôle le combat. Clark commence à subir, à reculer, et au deuxième round, Tony touche un énorme uppercut qui ébranle son adversaire et l'envoie au tapis sur un crochet au foie. Victoire par KO au deuxième round, propre, rapide, en clair, des débuts parfaits. Et derrière, il enchaîne, deuxième combat, Jonathan Rice. Un profil différent, plus lourd, plus solide. Et cette fois, le combat est un peu compliqué. Rice avance, encaisse, répond, et pour la première fois, Yoka est vraiment touché. Pas vraiment en danger, mais au moins touché. Et là, il doit donc s'adapter. Mais malgré ça, il garde le contrôle, travaille et surtout accélère au bon moment. Dans les derniers rounds, il fait assez facilement la différence. Victoire par décision, moins spectaculaire, mais importante. Parce que ce genre de combat, c'est exactement ce qui te font progresser. Sauf que très vite, on revient sur un schéma connu. Combat suivant, victoire rapide. Puis encore, et encore. Les adversaires changent, mais le scénario reste le même. Yoka contrôle, Yoka domine, Yoka gagne. Il affronte des profils solides, des mecs expérimentés comme David Allen, un boxeur connu pour sa résistance qui a tenu contre des gros noms. Et pourtant, là encore, Yoka gère et s'impose par TKO. À ce moment-là, tout va dans le bon sens. Les victoires s'enchaînent, le projet avance. Mais tous ces combats sont maîtrisés. Ses adversaires ne le mettent jamais en difficulté. Et ça, sur le moment, c'est une bonne chose. Mais sur le long terme, ça devient un problème. Car en boxe, tu peux apprendre à gagner. Mais si tu n'apprends pas à survivre, le jour où ça bascule, tu ne seras jamais prêt. Et ça, Tony Yoka va le découvrir plus tard. Mais avant ça, il y a un coup d'arrêt invisible, mais énorme. Juillet 2018, Tony Yoka est suspendu pour avoir manqué 3 contrôles antidopage. La sanction tombe, interdiction de combattre pendant 1 an. Et ça casse tout. Parce qu'à ce moment-là, il est en pleine progression. Et d'un coup, plus rien. Ça peut paraître anodin, mais dans une carrière, c'est un énorme coup d'arrêt. Car pendant que lui s'arrête, les autres progressent. Il revient finalement le 13 juillet 2019, et physiquement, il est toujours là. Il bat Michael Wallich, puis Johan Duhaupas. Duhaupas, c'est un mec très dur, qui a notamment tenu 11 rounds contre Deontay Wilder. Mais pourtant, contre Yoka, il tombe au premier round. Et là, tout le monde se dit la même chose. Rien n'a changé, il est toujours sur la même trajectoire. Il enchaîne ensuite avec Christian Siokhan, le genre d'adversaire qui sert de référence. Et cette fois, le combat dure. Yoka ne peut pas finir rapidement. Il doit gérer sur la distance, round après round. Et finalement, il s'impose au point. Puis vient Joel Tamboué Djeko, pour le titre de l'Union Européenne des Poids Lourds. Et là, le combat est long, physique. Mais round après round, Yoka use, fatigue son adversaire jusqu'à l'arrêt de l'arbitre dans le dernier round. Victoire, mais surtout une nouvelle étape, car il obtient sa première ceinture. Et le 10 septembre 2020, il affronte Petar Milas, un jeune invaincu extrêmement ambitieux. Sur le papier, c'est encore un vrai test. Parce que Milas ne recule pas. Il encaisse, répond et le combat s'installe. Mais petit à petit, Yoka prend le dessus. Il touche au corps, casse le rythme et au 7ème round, ça bascule. Un gros travail au corps. Milas ne répond plus et l'arbitre intervient. Victoire. Et à ce moment-là, le bilan est clair.
11 victoires, 0 défaites, mais il n'a toujours jamais vécu ce petit moment où tu perds le contrôle, et justement, c'est là que tout bascule. Car le 14 mai 2022, Tony affronte Martin Bakole, un vrai poids lourd, pas un adversaire construit pour le faire briller, un adversaire qui vient pour lui prendre quelque chose. Dès le début du combat, Bakole ne recule pas, il avance, prend le centre du ring, impose sa présence, et très vite, il ferme la distance. Yoka essaie de boxer comme d'habitude, jab, distance, contrôle. Mais ça ne marche pas, parce que Bakole ne respecte rien. Il prend les coups, avance quand même, et dès le premier round, ça bascule. Bakole touche, fort. Yoka recule, et il tombe. Premier knockdown de sa carrière professionnelle. Et là, tout change. Parce que ce moment, il ne l'a jamais vécu. Mais il se relève. Mais le problème, c'est que Bakole est toujours là. Round après round, Yoka subit. Il essaie de contrôler, mais il n'y arrive plus. Il se fait toucher encore et encore. Et même s'il tient, même s'il va jusqu'au bout, le combat lui échappe clairement. À la fin du combat, défaite par décision majoritaire. Mais en réalité, il n'y a pas de débat. Ce combat, il le perd clairement. Et surtout, il perd son contrôle, son image, sa certitude. Parce que pour la première fois, ses limites sont exposées au grand jour. Et à partir de là, tout le monde commence à se poser des questions. Est-ce qu'il a vraiment le niveau? Est-ce qu'il peut rivaliser avec les meilleurs? Ou est-ce que tout ça était allé trop vite? Après Bakole, Tony Yoka disparaît pendant presque un an. Et lorsqu'il revient le 11 mars 2023, le choix de son adversaire surprend encore. Carlos Takam. Sur le papier, ce choix est logique, car Takam, c'est un vétéran, un ancien challenger mondial et un gros nom. Une victoire contre lui et tu relances ta carrière. Mais dans la réalité, Takam c'est un mec extrêmement dur, qui impose un combat physique et surtout un mec avec une énorme expérience. Et après Bakole, c'était peut-être le pire style possible. Parce que Bakole a montré que Yoka n'est pas à l'aise sous pression. Et Takam, c'est exactement ça. De la pression, du volume, du combat sale. Il empêche clairement Yoka de s'installer. Très vite, le combat devient encore physique. Ça accroche, ça pousse. Exactement ce que Yoka déteste. Lui, il essaye de boxer, mais Takam casse tout. Et surtout, il impose le rythme. Round après round, le même scénario. Yoka a des moments, il touche propre, il marque, mais il ne prend jamais vraiment le contrôle du combat. Et Takam, lui, ne s'arrête jamais. Il continue d'avancer, de travailler, de rendre le combat difficile à lire. Et plus le combat avance, plus un truc devient clair. Yoka subit le tempo. À la fin des 10 rounds, le verdict tombe. Défaite par décision partagée. Mais comme contre Bakole, le résultat ne raconte pas tout. Parce que dans le contenu, Takam a fait ce qu'il voulait. Et maintenant, on ne parle plus d'un accident, mais d'une confirmation. Parce que le problème n'est plus juste physique ou la puissance de Bakole, c'est la gestion, le rythme et la capacité à imposer sa boxe quand ça devient compliqué. À ce moment-là, Tony Yoka est dans une situation sacrément dure. Donc logiquement, la suite devrait être simple. Revenir plus bas, reprendre confiance et corriger ses erreurs. Mais une nouvelle fois, le choix de l'adversaire surprend. Riyad Merhi. Et là, le contexte est particulier. Parce que Merhi, c'est un ancien champion du monde des poids lourds légers, donc un mec plus petit et moins imposant. Sur le papier, c'est un combat que Yoka doit gagner clairement. Parce que cette fois, il a tout. L'avantage physique, la taille, la longe, le gabarit. Mais une nouvelle fois, quelque chose ne va pas. Le rythme du combat est extrêmement lent. Yoka ne prend pas de risque et jab. En face, Merhi attend et place quelques contres, mais surtout, il empêche le combat d'exister. Au fur et à mesure, rien ne change. Yoka ne force pas, reste dans sa zone et le combat devient fermé. Mais encore une fois, dans ce genre de combat, si tu ne fais pas la différence, tu prends un risque énorme. Et à la fin, défaite par décision partagée. 3e défaite consécutive. Et là, le constat devient brutal. Car au début, il perd contre plus fort. Ensuite, il perd contre plus expérimenté. Et maintenant, il perd contre plus petit. Et ça veut dire que le problème est global. Et à ce moment-là, la question n'est plus quand est-ce qu'il sera champion du monde, mais est-ce qu'il peut encore revenir? Alors après cette 3e défaite, il repart de zéro, et retourne boxer dans une petite soirée en Angleterre. Et surtout, face à Amin Bousseta, un adversaire largement à sa portée, surtout prévu pour le reconstruire. Durant tout le combat, Yoka boxe simple. Il impose le jab, prend son temps, et petit à petit, il prend le contrôle, jusqu'à finalement forcer le coin d'Amin à arrêter le combat. Victoire, rien d'impressionnant, mais l'essentiel est là. Alors il continue, contre Lamagrix, même logique, mais cette fois, plus de rythme, plus d'intention, et il termine au second round. Puis arrive 2025, retour en France pour le dernier combat de son contrat avec Canal+, mais surtout, le premier test depuis sa chute. Arsian Lialiev, un boxeur solide, invaincu et dangereux. Et à nouveau, Yoka est mis dans le dur. Il prend des coups, il saigne, il recule. Exactement le genre de combat qu'il perdait avant. Mais cette fois, il reste, il s'adapte, revient dans les derniers rounds, et cette fois, il remporte le combat par décision. Et pour la première fois depuis ses défaites, il prouve qu'il peut survivre à un combat compliqué. Puis, fin 2025, direction le Nigeria. Changement total de décor, et face à lui, Patrick Corté. Un combat qui ne dure pas, car sur l'une des premières séquences du combat, Yoka place un énorme uppercut qui envoie Corté au tapis. Et là, le message est clair. Yoka a gagné 4 fois d'affilée,
Mais surtout, il a reconstruit une base. Et c'est exactement à ce moment-là que tout change. Parce qu'au lieu de continuer doucement, il prend le plus gros risque de toute sa carrière. Laurent Sokoli, un ancien champion du monde. Et cette fois, il n'y a plus d'excuses. Juste la vérité. Parce que ce combat, c'est un combat pour savoir. Savoir s'il a vraiment changé. Ou savoir si au fond, rien n'a vraiment évolué. Parce que toute l'histoire de Tony Yoka tient sur le fait qu'il a toujours su gagner, mais qu'il a appris à survivre beaucoup trop tard. Alors maintenant, la question est simple. Est-ce que Tony Yoka est enfin prêt pour le sommet, ou est-ce qu'il s'est juste reconstruit assez longtemps pour retomber une dernière fois ?